Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce lundi, l'ouverture à Lomé de la première session du comité technique spécialisé de l'Union africaine. Les infrastructures, le transport, l'énergie et le tourisme sont les secteurs concernés. La rencontre court jusqu'à vendredi prochain. À suivre aussi dans l'actualité ce lundi, les Olympiades des mathématiques. Avis aux amateurs, la 7e édition vient d'être lancée. Objectif, amener les élèves à s'intéresser un peu plus aux mathématiques. Nous en parlons dans cette édition. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue, bonsoir à tous et excellent début de semaine. D'abord, la reconnaissance et les remerciements de Gilbert Fossou-Ngbo au président Faure Gnassingbé. Le chef de l'État a soutenu, vous le savez, la candidature de son ancien Premier ministre à la tête du FIDA. Gilbert Fossou-Ngbo, élu donc, est venu exprimer sa gratitude au président de la République. Sa déclaration sortir de cette audience, de l'audience que le chef de l'État lui a accordée ce matin. Je suis naturellement venu depuis quelques jours pour exprimer ma gratitude suite à cette élection qui a porté le Togo à la tête du FIDA. Et naturellement, il faut que je vienne remercier le chef de l'État. Vous savez très bien que le chef de l'État jouait un rôle extraordinaire. Il a été la pierre angulaire. C'est depuis un an que nous travaillons sur ce dossier. C'est déjà, si j'ai bonne mémoire, c'est en février 2016 qu'il a pris la décision de présenter ma candidature. Et donc, les 12 derniers mois, ça a été un travail très acharné et qu'il suivait personnellement. Et c'est aussi l'occasion pour moi de remercier le gouvernement. Et je suis très reconnaissant et j'ai été très ému de voir ce soutien infaillible que j'ai eu de la part de la nation, de l'ensemble des Togolaises et des Togolais. Et c'est l'occasion que vous m'offrez aussi de dire merci à tous mes compatriotes pour les prières, pour les messages, pour les appuis multiformes que nous avons eus, surtout les dernières semaines. Le FIDA, c'est une institution financière, en même temps une agence spécialisée des Nations Unies, et qui n'est pas togolaise, qui n'est pas africaine, mais qui est internationale, donc qui couvre toutes les régions du monde, dont j'ai une responsabilité internationale. Il est bien évident que Africain que je suis, Togolais que je suis, et cela appelle aussi à une responsabilité toute particulière. Une chose est de célébrer la victoire, si je peux m'exprimer ainsi, mais pour moi, ça c'est déjà du passé. Et ce que nous avons devant nous et le futur, c'est la responsabilité que ce poste entraîne. Et responsabilité vis-à-vis du Togo, responsabilité vis-à-vis l'Afrique, responsabilité vis-à-vis les pays les plus pauvres que dessert le FIDA à travers toutes les régions du monde. Encore une fois, sincèrement, mes remerciements à l'ensemble des Togolais, plus particulièrement. Voilà, Gilbert Fossou-Ngbo, reçu donc ce matin par le chef de l'État qui est venu donc exprimer sa gratitude. Nous l'annoncions en titre tout à l'heure, financer les infrastructures en Afrique et comment? Chacun peut bien se poser la question, les citoyens lambda, les États. Le continent se pose justement la question au comité technique spécialisé sur le transport, les infrastructures transcontinentales et interrégionales. L'instance tient à Lomé depuis ce matin sa première session ordinaire. L'énergie et le tourisme font partie également des priorités. Chassim Nabaga. Les statistiques de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique révèlent que le continent perd chaque année 2 à 3% de sa croissance à cause du grand retard que connaît le développement de ces infrastructures. Le manque à gagner est énorme lorsqu'on sait que plusieurs pays africains sont engagés dans un processus d'émergence à plus ou moins long terme. L'enjeu est donc clair pour cette première session du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur le transport, les infrastructures, l'énergie et le tourisme. Il faut mobiliser des ressources pour développer le secteur des infrastructures en Afrique. Le thème de cette réunion de CTS est le financement des infrastructures en Afrique. Il a été choisi en tenant compte de l'énorme défi pour la mobilisation d'importantes ressources financières pour les infrastructures en Afrique, un soutien des aspirations au développement de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Il est crucial pour l'Afrique de trouver les moyens durables de mobiliser les financements adéquats pour les infrastructures. Sinon, la réalisation de tout développement ne sera qu'un mirage. Les sources potentielles de financement existent en Afrique.
Trouver des moyens de libérer ce potentiel est donc extrêmement important. Lors de la réunion du CTS, nous serons appelés à faire des propositions concrètes sur les moyens de financer des projets d'infrastructure, y compris pour la préparation, la structuration, la mise en œuvre et l'atténuation des risques liés aux projets d'infrastructure. Le développement des infrastructures aura à coup sûr un impact positif dans plusieurs secteurs d'activité, notamment les transports et l'énergie, dont les coûts élevés restent un défi pour la compétitivité sur le continent, a souligné le représentant de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Pour la Banque africaine de développement et le NEPAD, qui accompagne ce processus, le développement des infrastructures en Afrique va non seulement faciliter l'intégration régionale, mais aussi créer des emplois pour les jeunes qui représentent plus de 50% de la population du continent. Ils ont souligné la nécessité d'impliquer davantage le secteur privé dans les investissements pour le développement des infrastructures. Le Togo, qui a fait du développement des infrastructures un axe majeur de sa stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi, s'honore et mesure donc à sa juste valeur l'importance de la tenue de ces assises. La question du financement des infrastructures demeure une préoccupation majeure pour l'Afrique, qui se veut à l'horizon 2063 une Afrique unie, prospère et intégrée. Dans cette optique, il faudra accroître les investissements dans la construction d'infrastructures durables et améliorer les partenariats publics-privés en Afrique afin de pouvoir relever les grands défis auxquels le continent est confronté. Investir dans des infrastructures sûres, innovantes et en parfaite adéquation avec nos ambitions légitimes de développement durable constitue donc le meilleur moyen de nous préparer efficacement à valoriser les potentialités énormes dont dispose le continent africain pour promouvoir le commerce et le tourisme comme facteurs clés de son développement. Les travaux vont porter sur le financement des grands projets d'infrastructures interrégionaux dans les secteurs de l'énergie, du transport et du tourisme, le développement du marché de distribution de l'électricité et promotion des investissements, nouvelles initiatives, stratégies et énergies renouvelables, les transports aériens, routiers et maritimes, et comment faire de l'Afrique la destination privilégiée du tourisme. Les résultats et recommandations issus de cette rencontre des experts seront versés aux travaux de la réunion des ministres prévue pour le 17 mars à Lomé. On vient de l'entendre en toile de fond, donc, eh bien, ce sont des questions de développement du continent et des financements innovants qui sont donc évoqués à Lomé. Nous reviendrons sur le sujet en préparation, si tout va bien, dans le courant de cette édition. Autre sujet évoqué maintenant, l'éducation. Comment mobiliser des ressources en faveur du secteur et en appui au gouvernement? La Coalition nationale pour l'éducation pour tous en fait une préoccupation. Les organisations membres sont en discussion depuis ce matin avec d'autres partenaires à Lomé. Le compte rendu de Herlode Kiliou. National pour l'éducation pour tous et ses organisations membres, le réseau des journalistes et communicateurs spécialisés en éducation RJCE et le réseau ouest-africain de décentralisation et déconcentration de l'éducation revoient leur stratégie de plaidoyer et de communication pour améliorer et diversifier l'offre éducative au Togo. Ces organisations de la société civile se dotent ainsi des plans d'action pour la mobilisation des ressources en faveur de l'éducation. Les projets de plans d'action que les deux organisations vont présenter, nous allons les étudier, les faire un peu de critique, les adopter afin qu'ils puissent être mis en action à partir de 2017. Aider Action Internationale veut, à travers son programme d'appui à l'amélioration et à la diversification de l'offre éducative, accompagner les organisations de la société civile à agir de façon concertée sur la gestion locale de la qualité de l'éducation. Le défi majeur de cette troisième phase que nous sommes en train de mettre en œuvre, c'est d'arriver à une forme d'institutionnalisation de tout ce qui a été fait comme acquis dans les phases précédentes, et notamment sur les projets d'école, sur les alternatives éducatives et sur la question d'influence. Cette rencontre a permis pour chaque réseau ou coalition d'analyser les forces et faiblesses afin d'identifier les grandes thématiques et les actions à mener par chacune des organisations en matière de communication, de plaidoyer dans le secteur de l'éducation.
Situation quasi identique ici aussi dans le secteur de la santé. L'équation reste la même. Les financements, les ressources humaines surtout. Que faire dans l'immédiat côté personnel? Eh bien, le secteur s'appuie sur la formation à distance, le e-learning, par exemple, pour une session de mise à niveau ouverte ce lundi pour les formateurs, infirmiers et sages-femmes du Togo. Les précisions, Kwasiglé, Firmé Adjinari. Il est constaté que les formateurs des écoles de santé n'arrivent pas à concilier leurs activités administratives à leur cahier de charges de formateurs. Et pour remédier à cette situation, des innovations sont donc introduites dans la formation des acteurs de la santé, notamment au profit des infirmiers et des sages-femmes. Il s'agit du e-learning, une nouvelle technique qui permet d'offrir des enseignements à distance à un plus grand nombre de professionnels. Nous allons partager une expérience qu'on est en train de généraliser pour voir comment on peut mutualiser tous les outils que nous offre le e-learning. Un mot anglais, mais qui veut dire justement formation en utilisation les numériques. Et ici, vraiment, nous utilisons donc un paquet tout en un, ce qu'on appelle des tout en un, Moodle, qui est un package qui permet d'avoir tous les outils numériques possibles en un seul lieu, en un seul espace virtuel. Ces services-là que tout praticien de la formation peut utiliser, qui lui permettra de réduire déjà la distance, de mutualiser tout ce qui est outils de formation et surtout maintenant de faire de telle sorte que le personnel puisse vraiment utiliser son temps pour accroître la pratique. Le e-learning, comme méthode de formation à distance, développe des stratégies et programmes de formation adaptés à l'évolution des professions d'infirmiers et de sages-femmes. Donc les TIC permettent de rapprocher la formation à ces ressources humaines. Au lieu de se déplacer, ces ressources humaines seront sur place, donc ont la possibilité de travailler normalement comme cela se doit et en même temps suivre une formation à distance. La contribution des nouvelles technologies de l'information et de la communication aux services de santé permettra d'améliorer la performance des prestataires en vue d'offrir aux populations des soins de qualité. Le 8 mars, la journée de défense des droits de la femme et se rappelle la rencontre Nicolas Martinez-Berlanga et une délégation de femmes. Elles opèrent toutes dans divers secteurs. L'objet de la rencontre, les femmes dans le monde professionnel et cette vision 50-50 d'ici à 2030. Le compte rendu de Christine Pétcheki-Aloudé. Au Togo, les femmes représentent 52% de la population. Elles s'illustrent bien dans presque tous les secteurs d'activité. Leur vœu à l'occasion de la journée du 8 mars est de travailler encore plus pour atteindre l'objectif 50-50 d'ici à 2030. Cette délégation échange avec le représentant de l'Union européenne, partenaire au développement du Togo, sur les actions et stratégies pouvant favoriser la promotion de la femme. Nous avons constaté aussi qu'il y a eu beaucoup d'avancées et qu'aujourd'hui, dans les écoles primaires, les garçons et les filles sont à égalité. Mais les défis restent encore grands et beaucoup de participantes ont mis l'accent sur la nécessité de l'alphabétisation et pour que surtout les personnes adultes puissent avoir accès aux connaissances. Dans ses relations extérieures, l'Union européenne soutient l'égalité des sexes et donne aux femmes les moyens d'action dans la lutte contre les discriminations et les violences à caractère sexiste. Ça a été un débat très riche, un débat qui, en sortant de la formalité, laisse passer la réalité. Et ça, je pense, qu'il aide à créer une prise de conscience en faveur de comment nous tous, aussi les partenaires, réagir pour vous aider dans ce chemin. Que je dois vous dire aussi qu'en Europe, c'est un chemin encore à parcourir. Les problèmes ne sont pas, les problèmes quand on parle des droits des femmes ne sont pas très différents au Togo qu'en Europe. Ce forum se tient pour la deuxième fois à l'initiative de l'Union européenne, un espace d'échange pour mieux appréhender les préoccupations quotidiennes des femmes pour leur garantir un meilleur accompagnement. À signaler également cette manifestation en différé toujours du 8 mars, la marche des femmes.
Femmes entrepreneurs et femmes d'affaires du Togo, elles étaient accompagnées de leurs consoeurs, les Mentos, comme elles s'appellent elles-mêmes, la marche de partage d'expérience, le sens voulu à la manifestation de Douaré, Prudence Zinsou. C'est une marche de causerie entre mentors, entendez, femmes leaders et mentis, jeunes filles moins expérimentées. Cette activité entend mettre en contact les femmes leaders expérimentées et professionnelles avec leurs jeunes sœurs en quête de développement personnel. Elle nous a incités à plus continuer nos études parce qu'aujourd'hui le monde professionnel est très difficile et donc il faut une capacité à s'imposer sur le marché de l'emploi. Continuer à avoir le master, le doctorat ou faire l'expertise par exemple, ça pourrait mieux nous aider à nous imposer sur le marché du travail. La marche a été suivie d'une session d'échange, de partage de connaissances techniques, de compétences et de formation en entrepreneuriat pour l'autonomisation des mentis leaders émergentes à travers des mentors leaders confirmés. Le programme de mentorat est ainsi lancé pour une relation de travail professionnel entre mentors et mentis. Pendant l'année, le mentor se met à la disposition de sa jeune sœur qui aussi se rend disponible pour pouvoir accueillir les conseils de sa grande sœur. Et les deux mettent en place un programme qui leur convient à chacune pour que cela n'empiète pas sur leur vie professionnelle ou familiale. C'est un programme donc, qui leur permet donc de se retrouver périodiquement et de travailler ensemble pour pouvoir atteindre les objectifs qu'elles ont fixés. Le mentoring est une relation interprofessionnelle de soutien, d'apprentissage, de renforcement de capacités entrepreneuriales ainsi que le développement personnel et professionnel des femmes. Ceci pour amener la femme à développer son potentiel dans sa famille, dans sa communauté et dans son pays. Autre expérience évoquée, l'expérience de vie en Jésus-Christ prêchée par la génération de Déborah. Ce sont les femmes chrétiennes. Elles tenaient la première édition de leur rencontre vendredi dernier. Il est question ici, vous allez voir, de transformation. Sandra Diabé, Gérald Agoudou. Premier sommet de la génération de Déborah et les femmes chrétiennes du Togo tenu à Lomé. Une communion interconfessionnelle de femmes chrétiennes leaders et de jeunes filles inspirées par l'histoire de Déborah dans la Sainte Bible. Son credo, la promotion de la solidarité en vue de renforcer les capacités des femmes, a impacté positivement la société. Il y a les activités que le gouvernement de différents pays ont mis sous place. Des fois, nous, les femmes chrétiennes, nous sommes les derniers à avoir cette information. Donc, nous avons aussi invité les agences du gouvernement, FNFI, FAEJ, OTR, de venir expliquer. Il y a même les banques qui sont là, EcoBank, Bank of Africa, pour expliquer aux femmes comment ils peuvent utiliser le produit et les services de ces institutions. À cette rencontre de Lomé, les participants venus du Ghana, du Nigeria, du Canada et du Togo ont réfléchi sur le thème « À son image ». Un sujet de réflexion qui s'inscrit dans le prolongement de la célébration de la Journée internationale des droits et de la protection de la femme le 8 mars dernier. Et selon la ministre de la promotion de la femme, il revient donc à la gente féminine d'aller à la conquête de sa place dans la société. Je me réjouis qu'à la fois le thème du sommet et les activités qui y sont inscrites soient en parfaite cohérence avec le thème retenu pour la célébration de la Journée internationale de la femme cette année 2017, qui s'intitule « Les femmes dans le monde du travail en mutation, planète 50-50 d'ici 2030 ». Les femmes elles-mêmes doivent dépasser leurs limites pour s'adapter à la nouvelle donne et apprendre à se mettre en cause face aux nouvelles exigences. En tant qu'élus de Dieu, nous sommes appelés, nous les femmes, à jouer notre rôle de façon satisfaisante en lui confiant nos activités afin que nos projets réussissent. Et pour joindre l'utile à l'agréable, des stands ont été érigés ici à Togo 2000 pour exposer des produits issus de l'entrepreneuriat des femmes au Togo.
Les activités de ce premier sommet de la génération de Déborah sont donc une opportunité pour les femmes de mettre en exergue leur potentialité et les valeurs qu'elles incarnent dans la société. Également dans l'actualité, cette rencontre qui s'est tenue à Sokoré sur les évaluations des pratiques agricoles. Et c'est l'ICAT qui est derrière l'initiative. Sur place à Sokoré, la correspondance de Lamarck Bojona. Amener les techniciens agricoles à booster la production du soja en quantité et en qualité, l'Institut de conseil d'appui technique ICAT de la région centrale évalue le personnel technique sur les pratiques agricoles des producteurs de soja. L'atelier a permis aux techniciens de présenter les résultats de préparation, d'implantation, d'animation et d'évaluation agronomique et économique des champs-écoles et ceux des agriculteurs. L'ICAT a signé un partenariat avec le projet SUMSIR dans le cadre de production de soja. Nous avons déjà écoulé une campagne, donc il est de bon temps qu'on se retrouve pour voir les points forts, les points faibles de la campagne passée. Dans le cadre du projet soja, l'ICAT a commencé par la sensibilisation des producteurs individuels et des groupements. On les a mis en groupe, on appelle les champs-écoles. On les apprend là-bas les techniques de production de soja. Donc il y a deux parcelles. Une parcelle améliorée où on les apprend le paquet technologique et une parcelle paysanne où le producteur fait ce qu'il fait d'habitude dans son champ. Maintenant, à la fin, on fait le bilan, l'évaluation avec eux. Pour cette année, ils ont vu l'amélioration nette de la production. Mis à part les champs-écoles, ICAT appuie les producteurs individuels dans leurs champs à mettre en application les techniques qu'ils ont apprises dans les champs-écoles. Le directeur régional de l'ICAT central, Kofi Sourou, a indiqué que le soja est en passe de devenir une culture de rente dans la région centrale. Il a demandé aux conseillers agricoles d'appuyer les producteurs à emblaver davantage de superficie, mais en misant sur la production bio. La rencontre a pris fin par la remise des posters de campagne agricole du soja aux conseillers agricoles. Et dans la foulée, cette journée de promotion de l'activité du centre agricole de Kara à Kara, les précisions de Nestor Bouchou. En 2015, il est installé sur une superficie de 30 hectares. Le CEPAD est né du projet de promotion et d'adaptation de bonnes pratiques de gestion communautaire des terres rurales, projet porté par le COMINTES, Comité international d'éthique et de solidarité. Le projet est financé à hauteur de 19 millions de francs CFA par le PGICT, projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres, à travers l'agence d'appui aux initiatives de base Agaïm Kara. C'est pour lutter contre les changements climatiques et restaurer la fertilité des sols que le projet a été conçu. Aujourd'hui, les pluies sont devenues rares. Il y a la sécheresse intempestive. Et tout ceci ne fait que contribuer à la dégradation des terres. Et quand on parle de la dégradation des terres, ça veut dire qu'il y a la baisse de la production agricole. Et quand il y a baisse de la production agricole, ça veut dire que la population agricole s'appauvrit. Après près de 2 ans d'activité, les acteurs du Centre de promotion de l'agriculture durable ont voulu l'ouvrir au public et permettre aux visiteurs de toucher du doigt ce qui se fait. Nous formons les producteurs et productrices en technique de compostage, en technique de l'agroforesterie et en méthode GIFERC. Et la méthode GIFERC, c'est la gestion intégrée de la fertilité des sols, de l'eau et contre les ravageurs par les champignons. Avec l'agroforesterie que nous voyons à côté ici, 4 hectares dans l'Acadier, depuis 3 ans, on a exporté dedans pour faire donc le soja et le maïs. Et qu'on a toujours vraiment un bon rendement. Cette année, nous avons eu donc 9 tonnes de maïs sur 1 hectare.
Le CEPAD procède à un maraîchage expérimental avec la technique d'irrigation goutte à goutte et produit entre autres du chou, de la tomate, du gombo et du piment. Un système photovoltaïque a été installé pour renforcer l'approvisionnement en eau du forage. Au CEPAD, il y a aussi pratiqué l'élevage. Il y en a de 3 types: l'élevage des porcs, l'élevage des petits ruminants et l'élevage de la volaille. Et voilà qui nous amène à invoquer l'environnement ce soir dans cette édition, la gestion des aires protégées, précisément à Sokoré, rencontre organisée par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. À Sokoré, nous retrouvons Lamarck Bojona. Cet atelier des gestionnaires de l'environnement forestier de la région septentrionale se veut une rencontre de renforcement des capacités de ceux qui ont la charge des réserves forestières et autres acteurs sur les outils de gestion des aires protégées au Togo. Il était question pour les organisateurs de permettre aux participants de connaître la gestion des interfaces aires protégées, les périphéries et les conflits qui naissent autour des aires protégées. La politique forestière nationale demande l'implication de tous les acteurs dans la gestion des ressources naturelles et particulièrement de nos aires protégées. Et cet atelier vient renforcer les capacités de nos agents et de tous les acteurs impliqués dans la gestion durable des aires protégées en leur donnant des outils nécessaires qui vont leur permettre d'impliquer de façon idoine les populations à la base et l'ensemble des acteurs concernés par la gestion durable et de pouvoir mobiliser les ressources pour mener les actions. Il est clair que si la population ne trouve pas son intérêt, la population ne va pas adhérer. Et donc, nous les préparons à aller vers la mise en place des activités génératrices de revenus tout en aménageant les forêts ou les aires protégées dont ils ont la charge. Le président de la délégation spéciale de la préfecture de Tchaoudjo, M. Souleymane Kegbero, a relevé que cette rencontre de Sokodé entend catalyser la gouvernance et la gestion décentralisée des ressources forestières au Togo. Le reste de l'actualité, les Olympiades annoncées en titre, les Olympiades des mathématiques, la 7e édition, c'était samedi dernier, un concours qui veut amener les secondaires à s'intéresser un peu plus à la mathématique. Emmanuel Kalgora, Yasmine Kodia, Christine Petiki-Alodé. La mathématique est considérée par la plupart des élèves comme une matière difficile. Cependant, cette discipline intervient presque dans tous les domaines tels que la médecine, les sciences physiques, l'économie et autres. Les lycées scientifiques créés récemment au Togo viennent répondre justement à une préoccupation, celle de la mise en valeur des disciplines scientifiques. L'Association togolaise pour la promotion des mathématiques au secondaire, en lançant la 7e édition des Olympiades de mathématiques, entend contribuer à la réussite des apprenants dans le domaine des sciences. C'est un concours qui vise à regrouper plusieurs établissements pour compétir sur le plan national aux Olympiades togolaises de mathématiques. Le concours se déroule en 2 étapes. Le premier tour est prévu pour le 1er avril sur toute l'étendue du territoire et le deuxième tour est prévu pour le samedi 6 mai. Au premier tour, nous sélectionnons les 100 meilleurs et au deuxième tour, les 100 meilleurs compétissent pour dégager les meilleurs qui seront les lauréats. Donc on dégage les 10 premiers qui seront les lauréats à primer, soit un total de 120 candidats. Le lancement de cette édition, qui a connu la participation du lycée français de Lomé, a été riche en conseils et exhortations de la part de certains responsables et acteurs de l'enseignement des sciences et mathématiques au Togo. Le système éducatif de notre pays veut surtout mettre en valeur l'effort de la gente féminine et l'inciter à participer massivement au concours de mathématiques au plan national et international. Et voilà, ainsi se referme cette édition du soir. Je vous souhaite une agréable soirée.